Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo différente, en même temps semblable à une de mes vidéos. Une vidéo où je vous avais fait le top 3 de mes enquêtes criminelles préférées. Cette fois-ci, je me suis dit, autant faire une vidéo où je vous raconte, une de ces enquêtes-là. J'adore les enquêtes criminelles. Et voilà, celle-là, c'est une de mes préférées. Et du coup, je me suis dit, autant la raconter. Elle est disponible en VOSTFR sur Netflix si ça vous tente. Mais avant, regardez quand même ma vidéo. Alors, préparez-vous. À boire, préparez-vous à manger, pétez dans vos clips pour vous réchauffer un petit peu. On va en avoir pour 15-20 minutes. Je vais vous raconter cette histoire. Et c'est parti. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Taher Hadda, une jeune fille de 13 ans qui habite à Katzrin en Israël. Et sa vie va basculer le 6 décembre 2006. À 16 h, du coup à la fin des cours, sa mère remarque que Taher n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée chez elle, elle voit pas son sac chez elle. Elle commence à s'inquiéter. Ses parents du coup s'inquiètent. Personne ne sait où elle est. Du coup, son père avec d'autres personnes vont commencer à faire le tour de toute la ville. Ça durant toute la nuit. Ils font le tour de toute la ville. Ils cherchent derrière les buissons, derrière les arbres, derrière les voitures, vraiment tout partout. À un moment, ils se retrouvent à côté de l'école de Tadir. Et c'est là qu'un des hommes dit allons dans l'école, vérifions dans l'école. Du coup, ils rentrent dans l'école et ils vont vérifier toute l'école, classe par classe, toilette par toilette, cabine des toilettes par cabine des toilettes. Et c'est là qu'une des cabines de toilette pour filles est verrouillée. Bizarre. Enfin, normalement, c'est pas censé être verrouillé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Bref, c'est chelou. C'est pour ça que l'homme décide de regarder sous la porte. Et c'est là en fait qu'il va voir le corps d'une jeune fille qui va comprendre directement que c'est le corps de Taher Hadda. Taher Hadda est donc retrouvée morte sur une scène de crime épouvantable dans les toilettes de son école. L'histoire rend dingue tout le monde. Les policiers sont à fond dans l'histoire et veulent absolument le meurtrier sous les 24 heures. Ils le veulent le plus rapidement possible, ils veulent le découvrir rapidement. Il faut savoir que du coup, c'est une petite ville où pratiquement tout le monde se connaît, où tout le monde entre guillemets a confiance, et en fait, ce drame va briser cette petite ville, parce que du coup, parmi eux se cache un tueur, et un tueur abominable. Ce qui pose problème, c'est que sur le lieu du crime, on ne retrouve ni arme, ni un indice reliant une personne au meurtre. Et ça va poser problème. 4 jours après l'enquête, toujours rien. Aucune piste, aucune preuve, rien. Beaucoup spéculent sur l'histoire. Il y aura notamment des rumeurs sur un culte satanique. Les policiers travaillent sur toutes les pistes jusqu'à qu'elles mènent à rien ou qu'elles mènent à quelque chose. Sauf que malheureusement, elles menaient très souvent à rien. Une semaine plus tard, toujours rien. La police cherche en vain. Et c'est là que la psychologue de l'école dit que le jour du meurtre, elle a aperçu un jeune homme qui avait l'air très suspect, qui avait l'air un peu chelou, qu'il avait des mouvements brusques, qu'il avait l'air perturbé, et que cet homme, c'était le jardinier de l'école. La police, contente, nouvelle piste, nouveau suspect, elle décide de vérifier l'alibi du jardinier, et le jardinier en fait a le meilleur alibi, c'est qu'il n'était même pas dans la ville, pas dans l'école, pas dans la ville, et son téléphone portable l'atteste, étant donné qu'il a été localisé hors de la ville, dans une autre ville à côté. Et du coup, en fait, les policiers vont alors prendre le visage du jardinier et vont prendre le visage d'un autre homme qui travaille dans l'école, qui est intérimaire, et vont décider que les deux hommes se ressemblent. Et qui vont dire qu'en fait, elle n'a pas vu le jardinier, mais cet homme-là. Et cet homme-là, c'est Roman Zadorov. Roman Zadorov, c'est un intérimaire à l'école, et du coup, les policiers vont l'interroger. Ils vont lui demander où étaient les vêtements qu'il portait ce jour-là. Il va dire que le pantalon qu'il portait, il l'a jeté, étant donné que, en fait, il ne correspondait plus trop à sa taille. La police va trouver ça très suspect, et va décider donc de l'arrêter. Ils vont aussi fouiller, faire une perquisition chez lui, et ils vont retrouver plein de couteaux, et ils vont comprendre qu'il a une passion pour les couteaux. Ils vont vérifier son ordinateur, ils vont trouver des images pornographiques sur son ordinateur, pornographiques de jeunes filles, et la police va classer ça comme étant de très jeunes filles pour ainsi l'accuser de pédopornographie. C'est alors que la police va donc décider d'avoir recours à une tactique qui est totalement légale, qu'elle utilise souvent, c'est de mentir sur une preuve et de voir comment le suspect va réagir. Ils vont donc décider de dire qu'en fait ils ont retrouvé du sang sur ses affaires, du sang de Taher Hadda,
Et Roman Zadorov va complètement nier, va dire que c'est impossible. Et le lendemain, il va dire qu'en fait, c'est peut-être possible, que peut-être dans les toilettes des hommes, il a vu une tache de sang et qu'il a marché dessus, et que c'est possible. Roman Zadorov est donc placé en cellule, et en fait, dans sa cellule, il aura un co-détenu en fait qui est un infiltré flic, et en fait, à cet infiltré, il va commencer à raconter une histoire que quand il était beaucoup plus jeune, il avait déjà frappé très violemment son frère, et qu'en fait, il a fait un sorte de blackout, et qu'il s'en rappelle plus du tout. Enfin, qu'il s'en rappelle pas de cette scène-là, mais qu'il avait frappé jusqu'à saigner. En fait, il va raconter qu'il se peut que ce soit arrivé avec Tahir, mais qu'en fait, il a zéro souvenir. Qu'en gros, il a peur que ce soit arrivé, qu'il ait tué Tahir Rada, mais qu'il n'ait plus de souvenir. Et en fait, plus tard, il va murmurer à l'oreille de son co-détenu, qui est un flic, qu'en fait, il a inventé toute cette histoire, et qu'en fait, il se souvient très bien d'avoir tué Tahir Rada, mais qu'il a inventé cette histoire pour mieux s'en sortir, etc. Le lendemain, la police le confronte avec ses dires. Et du coup, Roman va commencer à nier, puis d'un coup, il va s'effondrer, et puis il va avouer, il va dire que, en fait, Tahir Rada l'a insulté, que du coup, il l'a suivi en montant les escaliers jusqu'aux toilettes, et l'a tué à ce moment-là. Il va refaire une reconstitution, il va reproduire tout ce qu'il a fait, et l'histoire aurait pu se terminer ainsi. C'est alors que, du coup, deux avocats rentrent en jeu, et deux avocats de Roman Zadorov qui vont croire en son innocence, et en fait, ils vont déconstruire tout ce que la police a bâti durant le début de l'accusation. Roman Zadorov nie avoir tué Tahir Rada et dit que ce n'est pas lui, qu'il n'a pas tué Tahir. Attends, quoi? On peut se dire que c'est insensé. C'est insensé d'avouer un meurtre et après de dire non, c'est pas lui. Et que si on n'est pas coupable, qu'on n'avouerait jamais un crime. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, qui sont déjà arrivées, qui arriveront sûrement encore. Pour mettre dans le contexte le profil de Roman Zadorov, c'est un étranger, c'est un immigré ukrainien qui ne connaît pas bien la langue, qui ne comprend pas bien la langue, et qui va subir une pression des policiers énorme, 24 heures sur 24. Parce que effectivement, normalement, il y a les interrogatoires, puis après t'es en cellule, et t'as plus de policiers, t'as plus de cette pression-là. Sauf qu'en fait, Roman, lui avec son co-détenu, il va avoir une pression jour et nuit. Et ça, tout le long, pendant 10 jours. Cet infiltré à flic, en fait, il va lui dire des trucs comme quoi, ouais, si t'avoues, tu seras inculpé pour homicide, t'en auras pour 6-7 ans. Par contre, si t'avoues pas, tu vas prendre pour perpète et tu finiras ta vie en prison. Et surtout, grâce aux vidéosurveillance, en fait, on va voir que c'est le co-détenu, c'est-à-dire le policier, qui va en fait le dicter carrément ses aveux. Et qu'en fait, on va voir tout ce que le co-détenu dit, mais en fait, Roman, c'est ce qu'il va dire au policier. Et qu'en gros, c'est la version que la police veut, et qu'en fait, le co-détenu va lui dire par exemple, ouais, tu vas dire que ça aurait pu être elle, ça aurait pu être n'importe qui. Et Roman va exactement dire la même chose au policier, que c'était elle, que ça pouvait être elle, que ça pouvait être n'importe qui, que c'était comme un geste mécanique qu'il a eu. Bref, ces aveux, en fait, c'est les aveux que la police... Et du coup, en fait, on va voir beaucoup d'incohérences qui vont apparaître grâce aux avocats. Par exemple, la première, c'est l'histoire qu'il nous raconte. Il nous raconte Tahir l'a insulté, qu'il a suivi en montant les escaliers jusqu'aux toilettes pour la tuer là-bas. Sauf qu'on a deux témoins, deux élèves, qui ont attesté avoir vu Tahir monter les escaliers, mais qui n'ont pas vu Roman Zadorov le suivre. Chelou. Là, c'est plutôt ironique, étant donné que c'est une erreur venant des policiers. Les policiers, pendant les interrogatoires, ils vont parler du meurtre qui a eu lieu au 2e étage. Sauf qu'en fait, le meurtre n'a pas eu lieu au 2e étage, mais à la mezzanine de l'école. Et en fait, du coup, Roman, lui, durant tout l'interrogatoire, il va assimiler que c'est au 2e étage. Et lors de la reconstitution, en fait, on voit Roman Zadorov qui monte les escaliers. Et les policiers lui disent, du coup, à droite, à gauche se trouvent les toilettes où ont lieu le crime, mais vraiment juste à gauche. Et à droite, les escaliers pour monter. Et lui, il va dire à droite pour monter. Et en fait, lorsqu'il tourne à droite pour monter les escaliers, là, les policiers stoppent tout. Ils stoppent tout, et en fait, ils commencent à toucher ses menottes. Alors que personne s'est plaint, il s'est pas plaint de ses menottes qu'ils étaient trop serrées. Bref, pas de raison pour qu'ils s'arrêtent, mais les policiers s'arrêtent quand même et trifouillent un peu ses menottes. Lui, du coup, s'arrête, et en fait, là, du coup, il va voir à sa droite les toilettes où il y a eu le crime, les toilettes avec la porte un peu tachée, où il y a les banderoles, où il y a un papier écrit en russe et en hébreu qui a le crime, que c'est celle-là, enfin bref. Et là, du coup, il va comprendre que la scène de crime est juste à sa droite, et du coup, après que le policier arrête ce qu'il a à faire, il va tourner vers la scène du crime. Une nouvelle incohérence,
On peut aussi voir que pendant les interrogatoires, il va donner la position de la victime lorsqu'elle est morte, qui ne ressemble pas du tout à la position de la victime pour de vrai. Et le policier va lui dire que non, c'est pas vrai, arrête. Une autre incohérence, ouais, il y en a beaucoup, c'est une blessure que Tahir a, une blessure qui se trouve ici, dans son poignet, que Roman va justifier comme étant une blessure qu'il a eue lorsqu'elle a levé sa main. Sauf qu'en fait, d'après les analyses, c'est une blessure qu'elle a eue post-mortem. Mais dans ce cas-là, elle n'a pas pu lever sa main et il n'a pas pu la blesser comme ça. Encore une incohérence qui est due au fait que ce n'est peut-être pas lui qui l'a tué. Un autre truc bizarre, c'est que Roman, depuis le début, nie le fait qu'il a violé et peur. Et depuis le début, il a dit oui, moi j'ai peur, je veux pas qu'on m'accuse de viol, je l'ai pas violé. Et en fait, lors d'un interrogatoire, le policier va lui dire si tu ne l'as pas violé, il n'y a pas eu de viol. Et en fait, de ce fait-là, alors que lui, il avait peur au début qu'on l'inculpe également pour viol, en fait, par cette phrase, il va comprendre que bah, s'il n'y a pas de viol, si tu dis qu'il n'y a pas de viol, bah, en fait, il n'y a pas de viol. Donc arrête d'en parler. Et du coup, il va plus en parler. Et en fait, le fait qu'il s'inquiétait pour ça peut signifier en tout cas qu'il n'était pas au courant qu'elle n'a pas été violée. Parce qu'elle n'a pas été violée. Une autre incohérence encore, c'est l'arme du crime. L'arme du crime, en fait, lors des traces, on voit des petits pointillés qui sont analysés pour montrer qu'il s'agit sûrement, très probablement, d'un couteau à poing. Du coup, un couteau avec des pics. Et lui, en fait, il va dire qu'il l'a tué avec son couteau suisse, du coup, un couteau qui est lisse. Et du coup, ça correspond pas du tout. Si on résume, beaucoup d'incohérences et beaucoup de choses fausses dans ces déclarations, que ce soit le scénario, que ce soit la localisation, que ce soit la position, que ce soit la place des blessures, que ce soit le viol, que ce soit l'arme du crime. Trop d'incohérences. Bizarre. Pour quelqu'un qui l'a tué, pour quelqu'un qui avoue, pour quelqu'un qui reconstitue tout ça. Le procès débute et encore une preuve ajoutée. En fait, l'accusation rajoute une preuve qui est censée montrer en fait sur le jean de la victime, sur le pantalon de la victime, en fait, des traces de sang et des traces de sang de ses empreintes de pied. Et du coup, selon la police, en fait, ils dessinent et ils disent que, bah, en fait, c'est le pied de Roman, c'est sa chaussure, c'est sa taille, ça correspond à son pied. Et du coup, encore une autre preuve que c'est lui, le meurtrier. Et là, en fait, du coup, ses avocats vont contacter Bodziak. Bodziak, qui est le plus grand expert en comparaison d'empreintes, qui est américain, il va répondre pour la plus grande surprise de ses avocats et va être totalement choqué par en fait, la décision des policiers. Il va donc venir et analyser lui-même l'empreinte. Il va conclure en fait qu'on ne peut pas affirmer que ces empreintes appartiennent à Roman ou même que ce sont des empreintes de pied. Et en fait, là, le plus choquant, et enfin, c'est pas choquant parce que c'est quelque chose en fait, que nous aussi on peut vivre, c'est que le juge va dire que lui, il voit une empreinte de pied et que si lui il voit, bah, il s'en fout complètement de ce qu'un expert peut dire parce que lui il le voit et lui il y croit. En fait, on peut voir donc que le juge en fait va complètement coller à la version des policiers, même si un expert le contredit parce qu'ils viennent du même système. Et en fait, la version des avocats, ça va être que en fait, il y a des traces sur sur le rebord des toilettes et sur le haut des toilettes qui vont montrer qu'en fait le meurtrier est monté sur les toilettes pour sortir par une autre cabine. Et en fait, dans la reconstitution, Roman, lui, avait mis les deux mains sur les bords de la cabine pour sauter et sortir devant la porte, quoi. Alors, le procès a lieu, et du coup, jusqu'en 2010. Et en fait, c'est en 2010 que le procès se termine et que Roman Zadorov est reconnu coupable. Il fera appel et sera condamné à nouveau par le même jury. C'est alors qu'en 2011 va naître un groupe Facebook qui va vouloir rendre justice à Roman Zadorov et à Tahir Radha pour trouver son vrai meurtrier. Et en fait, du coup, ça va être un groupe Facebook qui va être rempli d'inconnus et qui ne croient pas en la culpabilité de Roman. Il faut savoir qu'à la fin du procès, la mère de Tahir dit que en fait, la police a été partiale et qu'elle ne croit pas en la culpabilité de Roman Zadorov non plus et qu'elle fera tout pour chercher elle-même le vrai coupable. Elle va notamment appeler un détective et qui va faire ses recherches. Elle va notamment remarquer que lors de l'enterrement, deux de ses filles amies, camarades de classe, à Tahir, vont en fait être vachement sur le côté et vont commencer à murmurer l'une et l'autre ensemble, mais vraiment bizarrement, elle dit. Et en fait, il faut savoir que le cours avant la mort de Tahir, c'était un cours de théâtre où elle était renfermée, où elle se mettait à part elle-même, et ses professeurs lui avaient demandé qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que t'as, et elle avait dit qu'elle était triste parce qu'elle avait peur de la mort. Ok.
Et en fait, il y a beaucoup d'incohérences comme ça qui vont apparaître, comme le fait que 5 de ses amis à Tahir avaient témoigné en fait qu'un homme de 18 ans en fait harcelait un peu Tahir, en fait qui voulait sortir avec elle, mais qu'elle elle refusait, et que en fait il lui envoyait des messages et lui disait si tu ne sors pas avec moi, bah je vais te tuer, je vais te tuer. Et en fait la police va faire ses recherches, en fait va voir que l'homme n'a jamais existé, que l'homme n'existe pas. Du coup que cette histoire est complètement fausse. Et là en fait on se retrouve avec 5 amis, 5 camarades de Tahir, qui en fait racontent la même histoire fausse. C'est chelou. Comment 5 personnes peuvent raconter une même histoire qui est fausse? C'est chelou. Ça va, on va également parler d'une jeune camarade aussi, d'une camarade de Tahir, une camarade qui est son ennemi, entre guillemets. Et en fait, c'est plus que son ennemi, en fait, c'est 2 familles ennemies à peu près. En gros, c'est 2 familles qui ne s'aiment pas, et en fait, sa mère lui avait même interdit à Tahir de parler à cette jeune fille. Et sa mère a dit que Tahir avait un peu peur de cette fille, qu'elle était angoissée, qu'elle voulait jamais être avec elle. Bref, ça porte à confusion. Et en fait, il faut savoir que cette fille, après le meurtre de Tahir, en fait, elle a quitté la ville. Elle a quitté la ville pendant quelques jours, et en fait, est revenue plus tard. Est revenue à la ville, et en fait, dans son témoignage à la police lui demande est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est parti de la ville après le meurtre? Et elle va dire non, je connais personne qui est parti de la ville. Ironiquement, elle fait partie de ce genre de personnes. Elle fait partie des personnes qui sont parties de la ville après le meurtre. Du coup, sur le groupe Facebook, en fait, ils vont commencer tous à spéculer sur les amis de Tahir, sur les camarades de classe, sur comment il y a pu avoir un crime dans les toilettes de l'école sans que personne ne voit, comment il y a pu avoir des filles qui sont parties aux toilettes, qui sont revenues, qui n'ont rien vu, comment un crime a pu se passer sous leurs yeux sans que rien ni personne ne voit quelque chose. C'est chelou. Quelque chose que personne ne comprend, et en fait, beaucoup vont commencer à incriminer ses amis, notamment Nofar et Lee. Nofar et Lee sont du coup 2 camarades, 2 amis de Tahir. Nofar dit dans son témoignage que lorsqu'elle est allée dans les toilettes, elle a vu une fille aux cheveux bouclés, avec un jean ample, une chemise d'école, et une fille qu'elle n'avait jamais vu avant, une fille étrangère. Et en fait, lorsqu'elle est partie dans la cabine, en fait, elle a dit qu'elle sentait son regard sur elle, mais qu'elle est partie dans la cabine de toilette, et lorsqu'elle est rentrée dans la cabine de toilette, la fille est partie. Mais il faut savoir que Nofar dit également que lorsqu'elle a raconté ça aux policiers, en fait, les policiers n'ont jamais rien demandé sur cette fille-là, n'ont ni demandé portrait robot, n'ont rien demandé en plus, qu'en fait, cette histoire, du coup, a été laissée de côté par la police. Que la police n'a rien fait de cette information, et que n'a ni cherché, ni porter attention à Lee, une autre des camarades de Tahir, raconte qu'elle et une autre amie sont parties aux toilettes aux alentours de 11h30, et qu'en fait, lorsqu'elles sont rentrées dans les toilettes, 2 cabines étaient fermées, et une était ouverte, sauf qu'en fait, celle qui était ouverte ne sentait pas bon, en fait, elle puait, du coup, elle est partie dans les 2 autres, elle a toqué, mais personne ne répondait. Voyant personne répondre, elle allait justement essayer d'ouvrir une des cabines, et là, elle entend la voix d'une fille qui dit occupée. Lors de son témoignage, la police va lui demander si elle était sûre que c'est une voix de fille, parce que du coup la police voulait incriminer Roman, sauf que cette histoire ne concordait pas trop aux voix d'une jeune fille. Du coup la police demandait est-ce que tu es sûre que c'est pas la voix d'un homme, et a commencé à dire peut-être que c'était la voix d'un homme à cause de la pression des policiers. Il faut savoir que ce groupe Facebook va commencer à grandir, qu'il y aura de plus en plus de monde à l'intérieur, et que vraiment les gens vont commencer un peu à s'acharner sur ces jeunes filles. Et parmi eux, un homme, un profil sans photo ni rien, va commencer à défendre les filles. Et Lee va du coup lui envoyer un message lui disant écoute, merci, c'est gentil de ta part, c'est très gentil de nous défendre et tout. Et lui va dire non, c'est normal, c'est ma faute et tout. Et Lee va lui dire non, c'est pas ta faute, t'as rien fait, merci de nous protéger. Et là, l'homme va leur raconter une histoire, il va leur dire que non, c'est ma faute, j'aurais dû ouvrir ma gueule avant. Cet homme va également appeler son avocat, on est en avril 2012, et va lui dire qu'un homme innocent est en prison, et que cet homme c'est Roman Zadorov, et que le meurtrier de Tahir Radar, ce n'est autre que sa petite amie de l'époque. Il va alors commencer à raconter l'histoire d'une jeune fille qui possède des troubles mentaux, qui adore le sang, qui croit qu'une louve vit à l'intérieur d'elle. Cette fille, vous l'avez compris, c'est toujours c'est son ex-petite amie. Elle va leur raconter que le 6 décembre 2006, sa petite amie de l'époque
va l'appeler aux alentours de 14h, et en fait va lui dire des trucs bizarres qui vont lui faire penser qu'elle a fait quelque chose de louche, qu'elle a fait quelque chose de bizarre, qu'elle a fait quelque chose de dangereux. Et du coup, en fait, un peu plus tard, il va apprendre l'histoire de Tahir, il va apprendre que cette fille a disparu, qu'elle a été retrouvée morte, et du coup, le soir même, lorsqu'ils sont tous les deux, il va lui demander, cash, est-ce que c'est toi qui as tué Tahir? Et là, elle va lui dire oui, elle va lui avouer qu'elle a d'avoir tué Tahir, s'être habillée, être partie à l'école, de s'être cachée dans les toilettes, d'attendre qu'une fille rentre, de l'attraper par le col et de l'avoir tué dans les toilettes. Elle va alors lui montrer un sac rempli de vêtements tachés de sang, mais genre trempés limite, qu'elle va lui montrer son couteau de chasse, qu'elle va lui montrer ses gants, et en fait sa perruque également. Et du coup, son petit ami va rien dire pendant des années, qui vont rester en couple d'ailleurs. Du coup, on va même le passer dans un détecteur de mensonges, et en fait, du coup, il sera noté comme disant la vérité. Il va même raconter qu'en fait, cette fille, qu'elle a eu 2 tentatives de suicide, et il va expliquer aussi qu'elle est folle, quoi. Son grand-père, qui était un général de l'armée, en fait, l'a emmenée en plein milieu d'un combat, et qu'en fait, il faisait froid, qu'elle se sentait pas bien, et en fait, à un moment, il l'a emmenée dans un endroit qui faisait chaud, où elle sentait mieux, et en fait, cet endroit chaud, c'était les entrailles d'un loup. Et en fait, c'est pour ça que aujourd'hui, quand elle se sent pas bien, en fait, psychologiquement, elle est obligée de voyager dans un autre monde pour mieux se sentir. En fait, ce monde, c'est une marée de sang. C'est une marée de sang. Et du coup, c'est super flippant, c'est super glauque. Et ça montre à quel point, du coup, dans le profil qu'il construit, cette fille est folle. Du coup, la police est obligée de convoquer cette fille. Et en fait, cette fille, d'apparence toute mignonne, toute gentille, va commencer à rire et va dire, je cite, il veut me récupérer, il aimerait m'enfermer dans une cellule et me jeter à manger de temps en temps. Elle dit également, il était jaloux et me battait. Elle dit également aussi qu'il l'a violée 2 fois. En fait, elle va expliquer que en fait, c'est son ex-petite amie, qu'elle a décidé de rompre avec lui, et qu'en fait, il la harcèle depuis, il lui envoie des centaines de messages, qu'il appelle des centaines de fois, et qu'en fait, il invente cette histoire pour se venger, pour essayer de la récupérer, parce qu'en fait, il veut ressortir avec elle. La police a vérifié, et en fait, c'est vrai, cet homme en fait l'harcèle depuis qu'ils ont rompu, qu'il lui envoie des tonnes de messages, qu'il veut la récupérer. Bref, la police se retrouve avec deux personnages bizarres qui s'accusent l'un et l'autre de choses différentes. Lui, il accuse d'avoir tué une fille, elle l'accuse de mentir et de l'avoir violée. Bref, la police met les deux en maison d'arrêt. Et en fait, 5 jours plus tard, le mec voit sur le profil de son ex des posts bizarres, des posts qui vont l'amener à penser qu'elle va recommencer. Il va appeler l'enquêteur de l'affaire et va lui dire, écoutez, elle poste des trucs bizarres sur Facebook, elle va recommencer, attention. Il n'y aura aucune nouvelle de la police plus tard. Et sans nouvelle de la police, en fait, le soir même, la fille retrouve son nouveau petit ami. Elle était saoule et en fait son nouveau petit ami lui a raconté qu'elle est venue, qu'elle a commencé à murmurer des choses comme quoi sa vie était ruinée, sa vie était finie, qu'elle possédait dans ses mains un objet qu'il n'arrivait pas bien à voir. Qu'en gros elle voulait coucher avec lui, que lui a dit non, et qu'en fait elle a commencé à s'énerver, qu'elle a ramené en fait cet objet qui était un bout de verre, elle l'a enfoncé sur sa gorge. Et en fait du coup elle est venue, en fait ils étaient dans sa chambre universitaire, heureusement il y avait des gens aux alentours, qui ont entendu, qui ont vu et qui ont appelé la police. Lorsque la police vient, elle voit que la fille est limite en train de faire une crise et décide de l'arrêter. A noter que, en fait, c'est pas la première fois que cette fille est arrêtée pour possession d'une arme. En fait, 6 mois avant le meurtre de Tahir, la police l'avait arrêtée parce qu'elle possédait un couteau de chasse. Bref, la police l'interroge et elle décide de ne rien dire. Elle dit notamment j'ai faim de bonnes choses. Mais elle ne veut pas leur répondre. Elle dit je ne veux pas vous répondre. Elle va répondre à très peu de questions. Elle va répondre sans répondre à la question. Et en fait, de l'autre côté, son petit ami confirme le profil dressé par son ex-petite amie d'une folle qui aime le sang, qui possède une âme en elle qui la force à vouloir tuer quelqu'un. Et il confirme du coup le profil tourmenté de cette jeune fille. Elle va être considérée comme étant incapable d'être jugée, étant donné qu'elle a un trouble mental. Et elle sera internée en fait dans une institution psychiatrique. Le 3 avril 2012, l'homme qui avait avoué que son ex-petite amie avait tué Tahir est du coup réinterrogé. Et en fait là, il raconte que la police lui a mis une pression de malade, lui a dit qu'en gros qu'il devait
arrêter de dire qu'elle était la tueuse de Tahir et que le tueur de Tahir était déjà en prison. Que c'était Roman, qu'il n'y avait pas de doute. Et lui dit que non, c'est elle qui a tué Tahir, elle me l'a avoué. Et il accuse les policiers en fait de vouloir étouffer cette affaire par l'accusation de son ex-petite amie avec ces 2 viols. Les policiers vont même alors lui dire, apparemment, que si il enlevait ses accusations sur son ex-petite amie, que la police ferait tout et arrivera à enlever les accusations de vol qui portaient sur lui. Et il refuse parce qu'il sait que c'est elle qui a tué Tahir. Du coup, en 2012, elle est forcée à rentrer dans une unité psychiatrique. Et 3 ans plus tard, en fait, sa colocataire, Anat, se suicide. Quelques temps après, un documentaire est en construction sur cette histoire. Et en fait, ils ont décidé d'appeler l'amie proche d'Anat, qui s'appelle Mai. Mai explique au téléphone qu'Anat lui a raconté que sa colocataire, du coup, celle qui est accusée d'avoir tué Tahir, lui a avoué qu'une grenouille, en fait, était en elle, et qu'en fait, cette grenouille, elle avait soif de sang, qu'elle pouvait tuer pour ça. Elle raconte également qu'elle avait essayé de tuer quelqu'un, mais qu'elle en a été empêchée, qu'une fois, elle a réussi à tuer, et en fait, elle lui raconte le meurtre de Tahir, exactement la même histoire que son ex avait raconté. Et du coup, Anat se trouve dans une position où elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas si elle doit appeler ses avocats, enfin les avocats de Roman, est-ce qu'elle doit appeler les policiers. Bref, elle se retrouve dans une situation, elle demande à son amie Mai qu'est-ce qu'elle devrait faire. Alors même qu'elle parlait encore de quoi faire, quelques temps après, avant qu'elle ait pu se décider quoi faire, en fait, elle se suicide. C'est pas possible ça, non, non, pas possible du tout, du tout, du tout. Et on peut trouver ça louche, mais ce qui est encore plus louche, c'est qu'en fait, Mai, après avoir eu cet appel téléphonique, 2 jours après, elle se suicide. C'est super glauque. Et là, j'avoue que moi, j'ai dit waouh! Sachant que dans l'appel téléphonique, en fait, avec le mec, ils s'étaient mis d'accord pour se rappeler et trouver en fait un jour pour se rencontrer, pour parler de vive voix. Et heureusement qu'il a enregistré l'appel, parce qu'en fait, 2 jours après, il se suicide. Mais après, il faut préciser que Mai n'a jamais rencontré ou n'a jamais parlé avec la fille, enfin avec la présumée tueuse de Tahir. Et c'est quand même super glauque, c'est quand même super choquant, parce qu'on se retrouve avec 2 suicides bizarres, par 2 personnes qui avaient une version d'Anat également, comme étant la tueuse de Tahir. Faut noter également que la police avait l'ADN de cette fille et qu'elle a comparé l'ADN de la fille à l'ADN retrouvé sous les ongles de Tahir, mais l'ADN qui était retrouvé sous les ongles de Tahir en fait présentait aucun ADN étranger. Du coup, c'est complètement con. Et surtout qu'ils n'ont jamais comparé l'ADN de l'accusé à l'ADN étranger retrouvé sur la scène du crime. Encore plus con. 2015, Roman est toujours en prison. Son dernier appel a été rejeté par la Cour suprême à la majorité, à 2 voix contre 1, mais il clame toujours son innocence. Et la mère de Tahir se bat toujours pour qu'on rouvre l'affaire, pour qu'on retrouve le meurtrier de Tahir Radar. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça en vrai, donc ça va être grave nul, je sais. Bon, honnêtement, j'espère que ça vous a plu. Et si vous n'avez pas aimé, je vous conseille de regarder le documentaire Netflix dessus parce qu'il est giga bien. Que l'affaire est vraiment horrible. Et en fait, on sent que le travail n'a pas été fait correctement, que la police n'a pas été partiale. Si vous avez bien aimé, je vous conseille de regarder Shadow of Truth sur Netflix, qui raconte en 4 épisodes cette histoire. Et c'est vraiment chaud. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ce que vous voulez. Je sais pas si je referai ce genre de vidéo plus tard. À voir si j'ai le time, à voir si j'ai le temps, à voir si j'ai une histoire à vous raconter, peut-être plus courte parce que cette histoire est giga longue. Et c'est long de parler devant cette caméra comme ça pendant 1 heure. Je reste un peu relou, du coup, il y a moyen que je refasse une histoire parce que j'adore. Plus courte, ouais. Et du coup, merci à vous. Merci à mes 2 vues que je vais avoir. On se retrouve
On se retrouve pour la prochaine vidéo.